Lorsque l'on arrive à Hong Kong, on est immédiatement saisi par la verticalité de son urbanisme et sa densité. Dans certains quartiers, on compte plus de 20 000 personnes par kilomètre carré. La chaleur et la pollution rendent l'air étouffant et le bruit est omniprésent. Plusieurs zones urbaines sont totalement dépourvues d'arbres et de verdure en raison du manque d'espace, ce qui amplifie la sensation d'oppression et d'encombrement. Et si le centre de Hong Kong est une plateforme économique où les plus fortunés font leurs courses dans des mall centers où se côtoient les marques les plus en vogue du moment, la moitié de la population s'entasse dans les quartiers populaires, à l'intérieur d'énormes tours HLM, le plus souvent insalubres. C'est pourtant dans cette ville de plus de 8 millions d'habitants qu'ont choisi de vivre plus de 20 000 Français, dont Ariel et Jean-Michel. L'une est professeure de piano et coach vocal pour chanteurs lyriques, l'autre enseigne le français dans une école qui accueille les enfants de l'élite de la finance et du commerce international. Bien que n'évoluant pas dans les mêmes cercles, ils sont tous deux unis par leur histoire avec cette ville qui les a peu à peu façonnés. Une ville cosmopolite où tout est possible. J'étais bien à Lyon, hein, j'étais très bien à Lyon. J'habitais sur les quais Saint-Vincent, dans un appartement sous les pentes, magnifique, avec des plantes vertes, mon grand piano. Et j'ai rencontré mon futur mari en 89, fin 89, juste au moment où je rentrais, où je réussissais l'entrée au CNSM de Lyon. Et là, je ne le savais pas au moment où je l'ai rencontré, mais je rencontrais un grand voyageur, un nomade. Et 3 ans après notre rencontre, il trouvait que le temps était long des études, donc il m'a fait promettre, au bout de mes études, de ne pas prendre un travail directement, mais de faire un grand voyage, de 1 à 2 ans. J'ai promis, j'ai passé mon prix et notre première étape de voyage a été décidée à Hong Kong parce que Karine, la sœur de François, habite ici. Donc on venait ici en départ d'un voyage en Asie. J'arrive à Hong Kong, entrée dans les pattes, et je travaille pour Hermès, pour la société Hermès. Je leur décore une soirée annuelle qui se passe dans les jardins de l'Académie de Hong Kong, qui est l'équivalent du conservatoire de Hong Kong. Et après ce petit travail, ils m'ont demandé de faire hôtesse pour l'entrée de leur partie. Et le soir, j'ai demandé où est-ce qu'on était, ce que c'était que cette structure. Et on m'a répondu, c'est le conservatoire de la ville de Hong Kong. Donc ça, c'était le samedi, quelques jours après notre arrivée. Et le lundi, je trouvais du travail. Le lundi, j'ai été porter mon CV au département vocal. Et le boss a été surpris et m'a demandé comment je savais qu'il cherchait un chef de chant français pour la vie parisienne de Fatma. Et le séjour hongkongais a été tracé. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, le nombre d'expats français était de l'ordre de 4500, 5000 enregistrés. Maintenant, c'est de l'ordre de 20 000. Alors, la raison, à mon avis, c'est pas de travail en France, quoi. Et puis, il y a des jeunes diplômés, ils sont surtout dans la finance ou dans le commerce, ils ont fait une école de commerce, puis ils trouvent rien en France, ils en ont marre d'être bloqués, et puis un jour, ils font leur valise et puis ils tentent leur chance ici, quoi. C'est ce que je pense. Bon, je les connais pas tous, justement. Il y a des fois, je me dis, tiens, il y a des bars entiers, on entend du français. Avant, on entendait très rarement le français dans le métro. Maintenant, c'est presque systématique. Donc, il y a vraiment une population qui grandit, c'est certain.
Alors, je suis arrivé à Hong Kong après avoir rencontré des Chinoises sur un bateau en Grèce entre l'île de Mykonos et l'île de Santorin. Elles m'ont dit, bah, écoutez, venez quand vous voulez à Hong Kong. Alors c'est resté bien dans ma tête et j'y suis venu donc le 2 octobre de 1992. J'y suis resté à peu près 3 mois parce que j'avais trouvé des petits boulots temporaires et pas vraiment gratifiants. Et ensuite je suis allé en Chine où j'ai trouvé un poste de lecteur de français dans une fac et à Shanghai. Et après je suis revenu pour dire au revoir parce que j'allais prendre l'avion bientôt parce que j'avais un billet open. Et en fait le billet open j'ai jamais vraiment utilisé, enfin j'ai négocié après parce que j'ai trouvé un travail dans cette école à la Diocesan Boys School, qui est une école qui s'appelle l'école en français diocésaine de garçons. C'est vraiment l'élite hongkongaise qui viennent là. Et l'école m'a engagé, on cherchait un prof de français, et puis voilà, ça s'est fait. Et puis de fil en aiguille, je suis resté parce que j'étais one-man department, ce qui veut dire j'étais seul dans mon département, donc je pouvais faire toutes les expériences que je voulais de français. Et si un truc ne marche pas, bah, on essaye autre chose. Et puis en général, ça a assez bien marché à la fin, puisqu'on avait de très très bons résultats et qu'on ne m'a pas mis dehors. Voilà. Chef de chœur, mais aussi professeur de piano, Ariel se rend régulièrement dans le village de Stanley, où elle donne des cours privés. Nous, les Français, on est bienvenus à Hong Kong, hein. On apporte une culture, on est recherché. Moi, quand je suis arrivée à l'académie, quand les professeurs de l'académie ont su que j'étais française, j'ai eu des coups de fil des professeurs de l'académie voulant prendre des cours avec moi, parce que j'étais française. Donc il y a une certaine aura de la culture et du solfège, de la donnée purement théorique. On est très réputé ici pour avoir une qualité solfégique maximale. Je refais cette mesure parce qu'après on ira sur le B. Ici l'accent fait que, en fait on triche un peu, on va jouer moins fort, ici moins fort et... Si j'avais travaillé en France, ça aurait été dans un conservatoire d'abord, à accompagner une classe. Donc forcément, c'est des horaires qui ne sont pas les miens, je suis les horaires des autres. Et les opportunités de concert, il y en a plus ici. C'est sûr, il y a moins de concurrence ici. En arrivant à Hong Kong, on est resté 2 semaines sur le côté continental de Hong Kong, à Kowloon, et on est arrivé directement dans ce village à Pakok sur l'île de Lamma Island. En fait, on a rendu visite à une amie de Karine et je n'ai jamais remis un pied à la ville. Je suis restée là. En fait, le jour de notre visite, je ne suis pas repartie. À l'écart du tumulte de la ville, l'île de Lamma, la 3e plus grande île de Hong Kong, est un lieu paisible et tranquille. On l'appelle aussi l'île des morts car de nombreuses tombes sont éparpillées dans la nature sauvage. Ici, les voitures sont interdites, il n'y a pas de route et aucun bâtiment ne dépasse 3 étages, ce qui permet de jouir d'une vue exceptionnelle sur la baie de Hong Kong lorsque le brouillard lève son voile. Là de l'effervescence de la ville en fin de semaine, de nombreux Hongkongais viennent profiter de cette nature protégée et luxuriante.
Le cours de l'immobilier y étant particulièrement bas, une majorité d'expatriés s'y sont installés et forment une petite communauté très vivante. C'est l'île des morts, des tombes, Lama. Donc pour les locaux, c'est pas un bon feng shui de vivre sur l'île des tombes. Donc effectivement, beaucoup d'Occidentaux se sont installés ici parce qu'il y avait de la place. Et quand je suis arrivée ici, on achetait nos légumes aux voisins. Et quand j'écrivais à mes amis, quand je leur disais que j'habitais à Hong Kong et que j'achetais mes légumes directement aux producteurs, ils avaient du mal à l'imaginer. Sur Lama, quand on est sur des plages côté ouest ou sud, on n'a pas d'éclairage, c'est noir. Ici, on a l'éclairage de l'île entière, plus l'éclairage des bateaux qui passent. Et c'est magique. Et chaque soir, je sors sur la terrasse, je regarde et je me dis, mais il n'y a rien qui peut ressembler à ça, c'est vraiment unique. Chaque soir, je me le dis. Je trouve Hong Kong fabuleuse pour les transports en commun. Tout endroit de Hong Kong est desservi par les transports publics. Les bus sont faciles à utiliser, les routes sont intelligentes, il y a des petits minibus qui desservent toutes les rues de Hong Kong. Ça coûte pas cher. Un trajet en tram de l'ouest à l'est de l'île de Hong Kong, ça coûte 10 centimes d'euros pour une personne âgée. Le métro est très rapide, donc c'est fabuleux. Se déplacer à Hong Kong, c'est presque un plaisir. Et le trajet de ferry est vraiment agréable. C'est un ferry qui est ouvert, donc on peut être à l'extérieur. Quand je finis ma journée, c'est un moment de détente, vraiment. J'aime bien ce temps de déconnexion par rapport à la ville. Et le matin, c'est pareil, le départ, en fait, il y a une ambiance sur ce ferry, tout le village est là-dessus, donc c'est très social. On partage le café. S'il y a des anniversaires, on célèbre les anniversaires. Tout le ferry chante pour fêter les anniversaires. Il y a une bonne ambiance sur ce ferry. On a vraiment l'impression d'être en vacances dans ce quartier-là de la ville. Les gens font des footies, se reposent. C'est très très cher. Dans les immeubles à Rudolsved, une moyenne de 10 000 euros par mois en location. Donc là, on rejoint Alfred, mon deuxième garçon, à son cours de judo, et le club est à Kowloon, donc c'est la partie continentale de Hong Kong. Donc, le cours de judo a lieu dans le Cricket Club, qui est un lieu au milieu de la ville, qui est un arbre de paix colonial. Donc il y a 1 heure de judo pour Alfred. You start like this. One, this one's here. It should be facing the point. Right, you see these two traveling through, yeah? On court, littéralement, on sort de la clarinette, on court au judo et idem, à la sortie du judo, on court pour revenir à l'académie où là il a son wind band, l'orchestre d'instruments à vent, pendant 2 heures. Donc le gamin, il ne mange pas et il tient comme ça jusqu'à 6 heures le soir. Habiter
Habiter sur l'île, ça a cet inconvénient-là. Il faut effectivement être extrêmement organisé. Prendre les affaires pour la journée, c'est parfois assez épique parce que en période de concert, je me retrouve à avoir un peu ma maison sur le dos. Donc j'ai un trolley sur roulette, j'ai un sac sur le dos, j'ai un sac en bandoulière et je me trimballe avec ma tenue de scène, mes partitions, sous l'eau, parfois sous des trompes d'eau. On est trempé, on se change, on peut être trempé de chaleur, hein, tout simplement. Le trajet entre la maison et le pire, c'est 5 minutes, mais en période mai-juin, je suis littéralement en nage. Donc je prévois un change sur le bateau, je prévois la tenue de concert, les talons. Avec l'éducation musicale que j'ai essayé d'influencer mes enfants. J'ai tenté avec Gustave qui m'a fait clairement comprendre que c'était peine perdue. Et ensuite j'ai essayé avec mon deuxième, Alfred, qui a bien répondu à cette proposition que je lui faisais de l'emmener dans ce monde. Il y a eu la période de rejet de mon aide. Parce que j'étais musicienne et que j'étais peut-être trop exigeante et qu'il était démoralisé, je pense, de cette exigence. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Et maintenant, il me demande de le faire travailler. Donc ça y est, je me dis qu'on a gagné. Jouer avec Alfred pendant le cours de sa professeure Maria, c'est extraordinaire parce que j'apprends, à chaque cours, j'apprends des choses de sa professeure qui a beaucoup de talent et qui a compris qui était Alfred. Elle s'adapte fabuleusement bien. J'ai beaucoup d'admiration pour sa professeure. Academy for Performing Arts, ça veut dire on apprend à performer. Performer, c'est-à-dire on apprend à monter sur une scène. Et effectivement, un élève à l'académie, qu'il soit en première année ou en 5e année, c'est la même sauce, il est traité à la même sauce, c'est-à-dire toutes les semaines, concert practice, ça veut dire on s'entraîne à faire des concerts. Et tous les mois, les élèves sont obligés de passer sur scène pour des concerts publics, qui ne sont pas forcément payants, mais qui sont ouverts au public. Donc on apprend en constante pensée à communiquer. On n'apprend pas dans sa chambre, on n'apprend pas pour conserver quelque chose en soi, on l'imagine tout de suite dans l'échange. Et je dois beaucoup à l'académie, pour moi-même d'ailleurs. Je peux dire que mes études ne se sont pas arrêtées à Montprix en France. Mes études ont continué et continuent encore. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup dans mon rapport avec les élèves ici, à leur façon à leur enthousiasme à apprendre, leur sérieux dans le travail et l'envie d'être sur scène, l'envie de montrer, montrer ce qu'on a appris. Ça, c'est unique. Pour moi, j'ai découvert ça à Hong Kong. Souvent, on dit Hong Kong, c'est un désert culturel, mais moi, j'en crois rien du tout. Je pense au contraire, c'est très riche en culture, mais qu'il faut ouvrir les yeux. Et il y a peu de gens à les ouvrir vraiment. Et évidemment, si les gens suivent les médias qui parlent tout le temps de la finance, ils ne vont pas voir qu'il y a une vie culturelle derrière. Alors ça va être les gens qui font par exemple de l'opéra chinois à Yomate, qui sont des non-professionnels, mais ils viennent là pour faire pendant 1 ou 2 heures de l'opéra chinois parce qu'ils aiment ça.
où il y a les arts martiaux évidemment, parce que ça c'est les arts traditionnels de Hong Kong, mais il y a aussi des gens qui vont faire de la danse classique, de la danse jazz, même il y a une très grande culture par exemple des herbes médicinales. Si on va dans certains quartiers, il n'y a que ça à vendre. Et pareil pour les massages que les gens vont parce qu'ils ont vraiment des journées très dures, puisque la plupart du temps, un Hongkongais, il ne travaille pas 8 heures par jour, il travaille jusqu'à 10-12 heures par jour. Il dépasse tout le temps son temps pour le patron, hein. C'est un peu la priorité. Chaque quartier, ruelle ou sous-sol, fourmille de marchés divers et variés. Légumes, viande, poissons. Ariel fait donc ses courses au gré de ses trajets, comme au marché aux poissons d'Aberdeen, proche du quai d'embarquement pour l'île de Lama. Il y a un lieu que moi je trouve très mythique pour moi parce que j'y ai habité pendant 3-4 ans, c'est Woodside. Alors Woodside, c'était une vieille maison en briques qui existe toujours mais qui a été transformée par le gouvernement de Hong Kong en un lieu pseudo-écologique. Et au départ, cette maison était louée donc à un groupe qui organisait des tas d'activités culturelles et qui a contribué à la vie culturelle internationale de Hong Kong à son échelle. On a invité de nombreux artistes, dont Ariel Zanini par exemple. On a invité le Hong Kong Jazz Club à faire des activités. Il y avait un groupe de lecture, il y avait de la danse, il y a eu des films qui ont été tournés. Alors on a aussi, moi je dirais, un autre centre culturel qui n'en est pas un officiellement, mais qui en est un quand même, qui s'appelle Parenthèse. C'est une librairie française qui est tenue par une Suisse, une Suissesse je dirais, depuis plus de 20 ans, 25 ans je crois. Et Parenthèse offre à chaque fois de nombreuses personnes qui sont venues comme Juliette Binoche, Gao Xintian, enfin des gens incroyables quoi, qui sont venus signer leurs livres. Et tout récemment d'ailleurs on a eu l'intervention de l'archéologue Jean-Paul Demoule de l'Université de Paris 1 qui est venu présenter son livre. On a retrouvé l'histoire de France. Parenthèse joue un rôle assez important dans la vie culturelle francophone pour offrir cette possibilité de rencontre avec des auteurs de tous les horizons, hein, qu'ils soient d'ailleurs français ou chinois ou suisses ou tout ce que vous voulez, hein, mais ils sont francophones. Voilà. Au milieu de cette jungle urbaine subsistent certaines petites enclaves, comme le marché aux oiseaux. Véritable havre de paix, où les hommes viennent promener leurs oiseaux ou simplement acheter cages, mangeoires ou sauterelles pour leurs petits compagnons. Si les oiseaux ainsi suspendus ont tout le loisir de chanter, les hommes en bas font une pause en surfant sur Internet. Dernière colonie britannique en Asie, Hong Kong a été rétrocédée à la République populaire de Chine en 1997. Elle est aujourd'hui une région administrative spéciale de 1068 km² qui obéit au principe « un pays, deux systèmes », ce qui lui permet de conserver une certaine autonomie face à la Chine. 1997 a été une année troublante. On ne savait pas, personne ne savait ce que Hong Kong allait devenir. On savait que la Chine n'avait pas intérêt à trop changer Hong Kong non plus, mais il y a eu beaucoup de doutes. Donc ça faisait 4 ans que j'étais à Hong Kong. J'habitais à Wan Chai à cette époque-là et il pleuvait vraiment cette soirée-là, je m'en souviendrai toujours. Et donc je suis allé quand même dans les rues voir ce qui se passait, mais je suis rentré vers minuit, alors que bon, parce que les troupes allaient rentrer à minuit, quoi. Il y avait le changement de drapeau, parce que c'était très difficile de le voir en vrai, quoi. La mise de drapeau, il y avait trop de monde, quoi. Donc je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé et
au moment de minuit, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui me disait « Alors, tu deviens chinois ?» Alors je lui ai dit « Ouais, vous pourriez venir être témoin parce qu'en fait, il n'y a rien vraiment qui se passe. L'armée, soi-disant, est rentrée, mais on ne l'a pas vue. Et en fait, l'armée n'était pas rentrée, elle est rentrée que vers 4h30 du matin, avec les tanks et tout ça, au moment où tout le monde dormait. Et elle a été s'installer dans un endroit où on ne voit pas. Il voulait être le plus discret possible. Et je pense que la Chine a bien agi en quelque sorte. Elle n'a pas joué sur son pouvoir qu'elle reprenait. Le seul danger dont j'ai eu peur, c'était à partir de 1996, j'ai pensé que comme j'étais diplômé d'archéologie, d'histoire de l'art et d'archéologie, que je ne pourrais pas rester dans cette école si la Chine prenait le pouvoir, parce qu'il dirait « vous n'avez pas le diplôme adéquat ». Il pourrait dire ça. Alors j'ai fait en sorte de l'avoir. J'ai fait des études par correspondance et j'ai eu la maîtrise de français langue étrangère, donc j'étais en sécurité en ce qui me concerne moi. J'ai pris les devants. Mais pour certaines personnes dont les familles avaient été en 1966, avec la révolution culturelle, ils avaient quitté pour aller à Hong Kong en se réfugiant en tant que réfugiés, ils ont eu très très peur. SAR, c'est-à-dire Special Administrative Region, région administrative spéciale. Donc ce statut signifie que jusqu'en 2046, les Hongkongais ont le droit de jouir d'une certaine liberté qu'en Chine on n'a pas. Comme par exemple, il y a Facebook, il n'y a pas Facebook en Chine populaire, ou enfin accès à des sites internet qu'on n'aura pas le droit d'avoir accès en Chine populaire, ne serait-ce que ça. Le droit de dire ce qu'on veut, sur Weiwei, on peut écrire tout ce qu'on veut, personne ne va vous en empêcher. Mais on sent quand même, moi je trouve depuis 1997, une autocensure dans les journaux. Les gens n'osent pas dire, c'est pire je pense. Parce qu'avant ils osaient critiquer, et puis maintenant ils n'osent plus parce que ils ont peur que à long terme, je vais peut-être perdre mon job. Ça crée des problèmes, à mon avis, de dire ce qu'on pense. Il y a peu de gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent parce qu'on ne connaît pas les conséquences de ce que ça pourrait donner pour eux ou leurs enfants, surtout. La région administrative de Hong Kong se divise en 3 grandes parties. L'île de Hong Kong, centre politique et économique, la péninsule de Kowloon, zone densément peuplée où le niveau de vie moyen est bien en deçà de celui que l'on trouve sur l'île. Enfin, les nouveaux territoires qui connaissent une croissance urbaine très importante. Centrale, justement, comme son nom l'indique, c'était l'endroit où s'est construit Hong Kong au niveau financier, donc c'est devenu une plateforme financière où il y a la bourse de Hong Kong. Et donc, plus on va autour de Centrale, c'est les mid-level, c'est un lieu où les expatriés habitent parce qu'ils sont liés avec la finance, mais pas seulement les expatriés, aussi les richissimes chinois habitent là. Donc, et puis si on va encore plus loin, au-delà près de la côte, c'est là où se sont formés des immeubles, mais aussi des villas de gens très riches. Parce qu'il y avait la côte, était protégée, etc. Évidemment, il y a le pic. Alors le pic, c'est le summum de la richesse, mais des fois, je me demande quelle est la valeur d'être au pic, parce que la plupart du temps, ils sont dans les nuages, quoi. Le temps est mauvais, ils ne voient rien du tout, ils sont couverts, donc je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir une maison au pic, personnellement. Maintenant, les quartiers chinois, ce qu'ils appellent chinois, en fait, c'est les nouveaux territoires, parce qu'ils se sont rajoutés après. Donc c'est un développement ultérieur. Et Kowloon aussi. Donc Kowloon et les nouveaux territoires, c'est un peu ce qu'on appelle le Hong Kong chinois, mais en fait il est de moins en moins chinois. Surtout à Tsim Sha Tsui, il y a énormément d'Indiens, de Pakistanais. Et puis il faut aussi ne jamais oublier
les minorités qui sont généralement discriminées par les locaux, hein, et même par les expats, qui sont les Philippines. Il y en a plus de 200 000, et puis de plus en plus d'Indonésiennes, je crois, qui ont même le même nombre à peu près. Disons qu'il y a 98% de Chinois, et il y a 2% d'étrangers, mais alors parmi les étrangers, c'est des Anglais, évidemment, mais des Français, des Américains, des Australiens, des Chinois. Alors, la population de Hong Kong a augmenté de 2 millions ces 3 dernières années par une immigration interne à la Chine, enfin, puisque c'est un territoire indépendant mais dans la Chine. Il y a eu 2 millions de Chinois de Chine populaire à s'installer. C'est pour ça qu'il y a une crise du logement énorme et les logements ont flambé, le prix des logements ont flambé. On imagine facilement que Hong Kong puisse être une ville fascinante pour les architectes et urbanistes. Cette mégapole compacte, qui ne dort jamais, qui respire quand le soleil apparaît, est une ville qui se voit et se vit dans la verticalité. Hong Kong étonne par un mélange de petites ruelles escarpées qui grignotent la montagne, de grandes artères qui serpentent le long de la baie, des autoroutes qui traversent les quartiers populaires. Cette ville construite sans logique apparente ne propose aucune perspective, ce qui renforce l'impression d'étouffement. Le relief de la région, très accidenté et recouvert d'une végétation très dense, la ville s'est donc construite sur un périmètre constructible très restreint, où elle ne pouvait s'étendre que sur la hauteur. Cette logique géographique et économique contraint les Hongkongais à remplacer les bâtiments anciens plus petits par des tours de plus en plus hautes et de plus en plus modernes. Ça construit à tout va. Partout où ils peuvent construire un immeuble, ils vont le construire et ils démolissent les plus bas, mais bien sûr les plus vieux, pour faire une cité très moderne. Depuis le départ à Hong Kong, c'est moderne, mais il y a 20 ans, je trouvais qu'il y avait un certain équilibre entre l'historique et le moderne. Aujourd'hui, c'est presque 98% moderne et c'est trop. Il y a trop d'immeubles, c'est trop compact, il y a peu d'espace pour les piétons, c'est très bruyant, c'est construction 24 heures sur 24 à Hong Kong. Les installations urbaines comme les passerelles, les escalators, les murs anti-bruit, les panneaux signalétiques ou les passages couverts censés améliorer le confort urbain sont souvent mal coordonnés et contribuent à une pollution visuelle récurrente et obstruent tout horizon. Il n'est pas rare de voir un passage piéton au niveau de la rue, doublé d'une passerelle piétonne en hauteur qui n'a donc aucune utilité, alors que cet ouvrage a nécessité la construction de rampes d'accès, d'ascenseurs et de piliers qui obstruent encore davantage les rues. L'escalator du mid-level conduit plus de 40 000 personnes par jour. Ce plus long escalier mécanique du monde, 800 mètres de long, construit par des Français, a une particularité étonnante. Il descend vers le centre de 6h à 10h et change de sens pour monter dans les quartiers aisés, de 10h20 précise jusqu'à minuit. Yona Friedman, architecte visionnaire et précurseur de l'habitat écologique, nous parle de sa vision de l'urbanisme surdéveloppé. Pour le moment, nous construisons tout. La terre est pleine de bétonnage et
Je considère l'architecte comme profession, c'est un sculpteur des vides. Un sculpteur qui fait l'espace, pas l'objet. Et chose que je trouve le plus révoltant. Je pense aux incroyables quantités des immeubles tours. Disons qu'il y a le bureau de grande banque ou une grande entreprise, 30 étages. De 30 étages, il y a beaucoup de bureaux, il y a des employés. Qu'est-ce qu'ils font, les employés? Ils tapent à l'ordinateur. Mais ils le peuvent faire chez eux. C'est aucune nécessité leur présence. Le bâtiment est superflu. Le bâtiment veut montrer seulement la puissance. Ça veut dire que c'est un symbole de puissance. On nous détruit l'environnement, on nous détruit les villes, simplement parce que, par l'amour propre d'une entité abstraite qui est une entreprise. C'est une absurde. La tour de la Bank of China est l'un des plus reconnaissables gratte-ciel de Hong Kong. Elle fut construite par l'architecte Lo Min-pei, connu en France pour avoir édifié la pyramide du Louvre, et mesure 367 mètres. Elle est le plus haut édifice de Hong Kong et d'Asie jusqu'en 1992 et la première construction à dépasser les 305 mètres en dehors des États-Unis. La structure du bâtiment fut inspirée par la croissance de pousses de bambou, symbolisant les moyens d'existence et la prospérité. Mais les adeptes du Feng Shui ont critiqué ces arêtes vives et les nombreuses croix qui ont une connotation négative. La Bank of China a été construite donc par un architecte chino-américain qui s'appelle Yim Pei. Lui n'a pas respecté donc les principes Feng Shui et il a construit une tour extrêmement effilée, extrêmement tranchante, qui sont en Feng Shui ce qu'on appelle des flèches empoisonnées et qui vont impacter ou trancher la richesse des bâtiments qu'il y a autour, ou en tout cas avoir un effet nocif sur les constructions voisines. Et donc il y a une anecdote là-dessus, on dit que le premier gouverneur de Hong Kong a refusé de vivre et de travailler autour de la Bank of China à cause justement de cette mauvaise influence énergétique. Donc, le Feng Shui est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il a pour objectif de soutenir la vitalité de l'individu ou de l'entreprise. Il est basé sur les grands principes donc, du Tao, qui sont issus de l'observation des forces du ciel et de la terre et de tous les phénomènes qui se passent dans la nature, que les Chinois ont répertoriés au bout de milliers d'années. Hong Kong a un bon Feng Shui parce que Hong Kong est adossé sur une montagne, donc c'est là où elle va être protégée sur l'arrière. Enfin, l'île de Hong Kong, en tout cas, est protégée sur l'arrière grâce à cette montagne qui va lui confédérer un bon réservoir énergétique. Et avec la mer qui est sur l'avant, lui donne donc la possibilité de se déployer vers l'extérieur. Hein. On associe aussi la montagne ou les bâtiments, quand on est en milieu urbain, à tout ce qui concerne la santé et le relationnel, et l'eau ou l'eau calme, un lac, une rivière, à la prospérité, à la richesse. À Hong Kong, du fait justement de l'excès de construction actuelle et le développement au niveau urbanisme de la ville, certains architectes ont décidé de construire des bâtiments avec des trous à l'intérieur, d'énormes trous. Donc ça, c'est un des principes Feng Shui aussi. L'idée étant de
justement ne pas interférer entre ce flux qui arrive de la montagne et qui va jusqu'à la mer, parce que plus on va construire, plus on va boucher en fait, plus on va impacter la circulation du chi, qui est porteuse d'une bonne énergie et du développement de la ville. Il y a une légende qui dit que le dragon vit à la montagne, est puissant et puise sa force dans cette montagne, et le dragon descend, donc c'est l'image du chi ou du souffle qui va jusqu'à l'eau pour s'abreuver. Si à un moment donné on coupe cette circulation d'énergie, ça va avoir un impact, voilà, sur le déploiement des entreprises qui sont sur place. Quand on voit les immenses gratte-ciels modernes de Hong Kong, on est parfois surpris de croiser des échafaudages en bambou. Au détour d'une rue, si on lève la tête, on observe des ouvriers qui assemblent des tiges avec de simples morceaux de ficelle et qui les font grimper le long d'assemblages complexes, composés de bambous verticaux, horizontaux et transversaux. Le bambou est encore aujourd'hui le seul matériau suffisamment flexible au vent qui s'adapte à des constructions d'une telle hauteur. Seule concession au XXIe siècle, les ouvriers qui œuvrent à des hauteurs vertigineuses sont sécurisés. La première chose que moi j'ai faite quand je suis arrivé à Hong Kong, c'était de visiter tout, quoi. J'avais envie de voir tout, quartier par quartier, quoi. Je me faisais un quartier par week-end, quoi. Et je trouvais que ça c'était intéressant. C'est vrai que les quartiers changent aussi. Alors on y revient, tiens, mais il y avait ça, il a disparu, pourquoi? Bon, c'est un petit peu, c'est ça la vie d'Hong Kong aussi, ça se renouvelle tout le temps. Depuis à peu près une dizaine d'années existe à Hong Kong un Hong Kong Philosophy Café qui est en anglais, et il y avait aussi une section en chinois, mais bon, maintenant elle ne marche plus tellement parce qu'il n'y en a pas de gens dévoués pour le faire. Mais du coup, moi j'ai proposé il y a à peu près 3-4 ans de faire un café philo français. Alors il a eu lieu d'abord à l'Alliance et ensuite il a été transféré au Café des Boules, qui est un café assez dynamique parce qu'on peut jouer aux boules dans un lieu fermé, ce qui est un peu étrange en plein Hong Kong. Ça doit être assez unique au monde, je pense. Et en fait, dans ce café philo qui a lieu à peu près tous les mois, on a un invité où les gens d'eux-mêmes vont proposer un sujet, et en général, il y a à peu près une dizaine de personnes. Et parmi ces dizaines de personnes, il n'y a pas que des Français. Il y a des francophones, en particulier des Chinois, et même des Hollandais qui sont francophones ou amis de la philosophie. Donc il y a une espèce de dynamique qui n'est pas franco-française, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous et à toutes, et on n'a pas besoin d'être des professionnels de la philosophie. High C, above high C, an octave above the high C. Ira, c'est une enfant que j'ai connue à 8 ans. Elle avait 8 ans, elle passait un examen, j'ai joué pour elle. Donc là, je passais l'examen avec elle au piano. Et depuis ça, on se voit toutes les semaines et je lui apprends le
le piano, je lui donne des cours de piano et le langage musical. On fait beaucoup de travail musical, toutes les deux. Les parents voulaient savoir si leur fille avait des prédispositions pour le chant, comme le pensait son professeur de musique. Et effectivement, dès le premier cours, elle a chanté remarquablement. Elle a donc un réel talent naturel. Mit dem Profil im griechischen Stil. So it really stays more firm here. Huh? It's a little too thin. So the repertoire, different languages, French, German, English, Italian, all of that came. Elle enchaînait les différents morceaux en français, italien, allemand de façon incroyable. The difficulty, the range, everything is amazing that she has been able to do. Nous l'avons intégrée dès l'âge de 9 ans au sein d'un concert que nous avons donné pour la Banque de Liechtenstein. Depuis, elle n'a cessé de progresser. C'est une grande musicienne. Elle a une idée naturelle du langage musical. Tout est interprété, tout a un sens. C'est une future grande pour moi. Et je suis fière de l'avoir rencontrée si jeune et d'avoir pu lui donner un bagage. Je n'aurais pas eu cette variété d'opportunités de travail ici. C'est très impressionnant. Là, je regarde mon agenda aujourd'hui, j'ai rien de prévu pour le mois prochain. A priori, j'ai pas de travail le mois prochain. Mais jamais, depuis 20 ans à Hong Kong, enfin 18 ans à Hong Kong, jamais je n'ai eu une journée sans rien faire. Il y a toujours un enregistrement, un concert, un accompagnement d'examen, du coaching de chanteurs. Il y a une production d'opéra, de l'opérette. Il y a toujours des choses qui... Et c'est pas planifié bien en avance en fait. Ça se présente au coup par coup. Et le travail que je fais de chef de chant français, évidemment, a son sens ici. En France, c'est pas le même travail. Mais en fait, ce qui me manque, c'est la qualité du travail. C'est-à-dire que travailler avec un chanteur asiatique, aujourd'hui, il y a énormément de diction. Il y a énormément de travail technique, ne serait-ce que de mettre en place le texte sur la musique. Alors qu'avec un chanteur français, ça... j'ai pas à le faire. On va tout de suite sur le côté musical, sur le phrasé, sur le travail d'équipe. Nous étions ravis de trouver une bonne accompagnatrice, pas seulement pour le répertoire français, mais parce qu'il y a 20 ans, il y avait peu de bonnes accompagnatrices à Hong Kong. Le fait qu'elle soit française apporte une autre vision du chant et ouvre d'autres perspectives. Alors Hong Kong, c'est une ville d'opportunités. Parce que bon, j'ai enseigné le français, mais bon, j'ai pas une formation de français au départ. J'ai une formation d'histoire de l'art, d'archéologie, et puis une formation d'anthropologie visuelle avec le cinéaste Jean Rouch. Donc j'avais aucune preuve auprès des gens ici à Hong Kong que j'avais fait du cinéma ou que je connaissais le cinéma.
Mais c'est là où je dis que c'est un pays d'opportunités. Parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui organisait le certificat d'études anglaises, et puis je lui ai dit on pourrait faire des options cinéma par exemple. Alors il me dit mais quoi? Moi je pourrais vous proposer de faire ci et ça, mais j'ai pas de diplôme de cinéma. Alors il me dit mais c'est pas grave ça, fais une proposition. On n'aura jamais ça en France. Il faudrait que le gars, il ait le doctorat de ci, le machin de ça, et la particularité de telle ou telle chose pour qu'on l'accepte. Je ne serais pas ce que je suis si j'étais restée en France. J'ai bien conscience que l'Asie et Hong Kong m'ont sculpté différemment de ce que j'aurais été par ma vie à Lyon. Là, j'ai développé mon adaptation aux choses et j'ai développé aussi mon écoute au monde. J'ai plaisir à écouter la trajectoire des autres. Je pense que si j'étais restée en France, j'aurais surtout travaillé sur ma trajectoire.